The Philadelphia Experiment. Commandant, excusez-moi. C'était le garde-côte. Ils disent que l'Eldridge a disparu. Oui, il a disparu des écrans radars, heureusement. Non, il a vraiment disparu, monsieur. Pour de vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. T'as vu ce que j'ai vu? Ça tournait comme une espèce de toupie, mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut. Désolé pour le délai. T'sais, Michel Parent était en retard, puis Francine DM a mis à l'envers les neurologues qui décident de ne pas traiter les gens qui souffrent de sclérose en plaques. Là, il y a un complot, mais... Il n'y a pas un complot, mais c'est... une forme de conspiration. En fait, c'est une sorte de loi du silence. Personne ne dit rien, on ne sait rien. Le corporatisme vraiment débile et dégueulasse au pire niveau. Bon, l'étrange expérience de Philadelphie. Prenons un moment pour parler de mythes et de complots. Oui. Qu'est-ce cette expérience de Philadelphie? L'expérience de Philadelphie, disons, pour les besoins de notre discussion aujourd'hui, on va commencer en 1955. Pourquoi pas 1955? C'est pas une mauvaise année, mais en fait, peut-être pour les amateurs de James Dean. Qui a fini dans le cendrier. Exact. Ouais. Mais pour les besoins de la cause, donc, on commence en 1955. Et cette année-là, il y a un type qui s'appelle Maurice Jessup. D'abord, quelques mots. C'est un professeur de mathématiques qui est également d'astronomie à l'Université du Michigan. C'est un scientifique qui a aussi des tendances un peu marginales. Il s'intéresse aux ovnis, il s'intéresse à l'occultisme. Il est convaincu, par exemple, que les grandes civilisations d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, les Incas, Mayas, etc., ont reçu la visite d'extraterrestres, qu'on appelle la théorie des anciens astronautes, et ce qui a valu d'ailleurs l'essor de ces grandes civilisations. Donc, notre bonhomme, Maurice Jessup, qui est quand même un scientifique quand même reconnu et apprécié de ses pairs, il publie donc en 1955 un ouvrage qui s'appelle The Case for the UFO. Et dans cet ouvrage, Jessup va consacrer plusieurs chapitres à l'énergie électromagnétique. Il faut se rappeler, on est en 1950 et les scientifiques à l'époque, c'est le grand mot à la mode, électromagnétique. On voit déjà le monde du futur avec des voitures propulsées à l'énergie électromagnétique, des avions électromagnétiques, donc tout fonctionne à l'électromagnétique. Disons qu'aujourd'hui, les résultats sont pas aussi efficaces qu'on croyait. Donc, Jessup publie cet ouvrage, qui est quand même un ouvrage assez marginal. C'est pas un ouvrage qui va faire date dans l'histoire des ovnis. Et là, quelques semaines après la publication de l'ouvrage, Jessup va recevoir via son éditeur toute une série de lettres qui lui ont été envoyées par des lecteurs. Bon, évidemment, on retrouve là-dedans dans le courrier « j'aime pas votre livre », mais il y a une lettre, en fait, qui va retenir son attention. C'est une lettre assez marginale, écrite par un individu qui signe Carlos Miguel Allende. L'écriture, en fait, est très archaïque. Le bonhomme a écrit avec 3 stylos de couleurs différentes. Tu vois un peu le genre de lettre, ouais. Quasiment. Et là, le bonhomme, en fait, ses phrases sont ponctuées de lettres majuscules un peu partout. Et évidemment, c'est émaillé de fautes d'orthographe. Et le bonhomme critique un peu les théories de Jessup sur l'électromagnétisme et laisse présager entre les lignes que lui en sait beaucoup plus que ce qu'il dit dans sa lettre. Et comme il donne une poste restante en Pennsylvanie, Jessup décide de lui écrire. Et là, il va y avoir un échange de quelques courriers entre les deux bonhommes. Et au gré de ces courriers, ce fameux Miguel Allende, Carlos Miguel Allende, qui signe également Carl Allen, il a américanisé le nom dans certaines lettres. Et là, il va absolument. Et là, il va raconter en fait qu'il a été témoin. En fait, il le dit pas ouvertement, mais on sent entre les lignes qu'il a été témoin d'une expérience extraordinaire, l'expérience de Philadelphie. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience de Philadelphie? Carlos Miguel Allende, alias Carl Allen, raconte qu'en 1943, alors qu'il travaillait comme officier sur un bateau de marine marchande, il a donc assisté à cette opération qui consistait à rendre invisible un navire, un destroyer de l'armée américaine. En fait, le bateau, il le nomme, c'est le DS-173 Eldridge, un navire escorteur de la marine américaine. Le navire aurait été amené dans le port de Philadelphie et là, on avait installé à l'intérieur toutes sortes d'appareils très sophistiqués. Les artisans du projet étaient nul autre que Albert Einstein et Nikola Tesla. Donc, Tesla qui était décédé en début de l'année, mais quand même, il avait travaillé à l'élaboration du projet, toujours selon Carl Allen. Pourquoi on connaît Tesla? Tesla, en fait, c'est un grand inventeur, un individu assez marginal. On lui doit notamment le courant alternatif, l'alternateur, et on prête à Nikola Tesla toutes sortes d'expériences un peu bizarroïdes. C'est vraiment un scientifique qui attire beaucoup l'attention des amateurs de complot et de mystère. Ah oui. C'était vraiment un scientifique bizarroïde, mais un grand scientifique, mais un scientifique bizarroïde. Donc, évidemment, il fallait le retrouver dans l'expérience de Philadelphie. Donc, on installe à bord du navire des équipements, toujours selon la version de Carl Allen, et le navire est amené au large. Il est entouré à ce moment-là d'une sorte de brouillard verdâtre, et selon Carl Allen,
le navire disparaît. Non seulement il disparaît de Philadelphie, mais il réapparaît pendant quelques instants dans le port de Norfolk, en Virginie. Il reste là visible quelques instants et revient à nouveau à Philadelphie. Donc, on ne parle pas simplement d'une expérience d'un projet invisibilité, mais d'un projet de téléportation. Alors, si sur le plan technique, ça semble bien fonctionner, sur le plan humain, ça fonctionne moins bien. Parce que, toujours selon la version de Carl Allen, lorsque le navire a été ramené à Philadelphie, le navire, lui, la mécanique était restée intacte, mais les officiers qui étaient à bord, eux, ont souffert de troubles secondaires très importants. Certains, par exemple, ont pris feu spontanément, combustion humaine spontanée. Pas pratique, hein? Non, d'autres, lorsque le navire est réapparu, ces gens-là étaient amalgamés à la structure du navire. Ça, c'est plus difficile hein, quand tu as un pied pris dans une porte. Oui, dans le métal. Ah, Et oui. ensuite, d'autres individus avaient la curieuse, la fâcheuse, en fait, habitude d'apparaître et de disparaître. Donc, comme des lumières de Noël. Je suis là, je ne suis plus là. Donc, tous ces gens-là, toujours selon la version de Carl Allen, ont dû être mis sous surveillance par la US Navy et certains sont devenus complètement fous et ont été envoyés dans des instituts psychiatriques. Si l'histoire en était restée là, on n'aurait probablement jamais entendu parler de l'expérience de Philadelphie. Mais dans tout bon complot, il y a toutes sortes d'éléments un peu secondaires qui vont s'aligner pour permettre au complot de prendre forme. Alors, évidemment, lorsque Jessop lit ce courrier-là, pour lui, c'est clair que tout ça est une pure invention. Il est quand même un scientifique. Il sait qu'une telle mécanique, une telle physique n'existe pas, n'est pas disponible dans les années 40. En fait, n'est pas disponible en 1950 au moment où il écrit son livre, en 1955, mais ce n'était encore moins disponible en 1943, date à laquelle Carl Allen situe l'opération. On parle d'octobre 1943. Alors, l'affaire reste là. Pendant 1 an, on n'entend plus parler de rien. Et puis voilà que notre ami Jessop, en 1957, reçoit une invitation d'aller visiter les bureaux de la recherche navale à Washington. Bon, curieuse invitation. Jessop se rend donc sur place et là, on lui présente 2 officiers. Les 2 officiers insistent beaucoup pour dire que leur intérêt est purement personnel. Donc, on amène Jessop dans un bureau et là, toujours par intérêt personnel, on lui montre une copie de son propre livre, The Case for the UFO. Et à l'intérieur du livre, il y a des annotations en marge. Ce livre-là raconte les militaires américains. Ils l'ont reçu par la poste et on a l'impression, on a là 3 types d'écriture qui semblent assez différentes, écrites avec 3 stylos différents. Et les auteurs, il y a un individu qui s'est fait appeler A, un individu B et un autre qui s'est fait appeler Jimmy. On a l'impression que 2 des correspondants sont apparemment des extraterrestres, parce que nos extraterrestres sont jamais très loin de l'expérience de Philadelphie. Ouais. Donc, ces gens-là ont fait des annotations en marge des pages et ils racontent cette histoire-là, encore une fois, de Philadelphie, du bateau rendu invisible. Lorsque Jessop voit son livre annoté de cette façon-là, il reconnaît immédiatement l'écriture de Carl Allen. Et là, il explique aux militaires, il dit « Faites-vous-en pas avec ça, c'est un fou, il m'a envoyé des lettres, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. » Mais les militaires ne sont pas si convaincus que ça. Ils vont même faire produire à 25 exemplaires une photocopie, un photostat du livre annoté de Jessop qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu l'édition Varro. Encore une fois, si l'affaire en était restée là, on n'aurait peut-être pas entendu parler d'expérience de Philadelphie. Alors, notre ami Jessop retourne chez lui, son petit bonheur sous le bras. Évidemment, il trouve ça étonnant que des gens du département de la Navy s'intéressent à cette histoire de Philadelphie, même si c'est apparemment par intérêt personnel. Il n'y a pas de commentaires ou de réactions aux annotations? Pas du tout. Il y a simplement l'individu a écrit des annotations en disant « Oui, ça fonctionne » et en marge, il raconte l'expérience de Philadelphie. Mais dans les mois et les années qui vont suivre, en fait, dans les mois surtout qui vont suivre, Jessop va devenir de plus en plus paranoïaque. Il s'intéresse. Pourquoi est-ce que la Navy s'est intéressée à cette petite version de son livre annoté? Et puis à ce moment-là, à l'automne de 1958, de plus en plus paranoïaque, il va rencontrer un type, Ivan T. Sanderson, un autre scientifique un peu marginal qui a écrit des livres sur le Yeti, le Bigfoot et tout ça, et il va donner. Parce que lorsque les militaires ont imprimé son livre en 25 copies avec les annotations, les militaires lui ont redonné après la version originale. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ben oui. Alors Jessop, qui a la copie originale, à l'automne de 1958, il rencontre Ivan Sanderson, lui donne la copie de ce livre-là et lui dit « Mets-la dans un coffre au cas où il m'arriverait quelque chose. » Alors là, on sent chez Jessop une forme de paranoïa qui est grandissante. Et puis, évidemment, avril 1959, sur un stationnement en banlieue de Miami, on retrouve le corps de Morris Jessop. Il s'est suicidé en installant un tuyau du pot d'échappement à l'habitacle. Lorsque les policiers le retrouvent, il est encore en vie, mais il décède quelques heures après à l'hôpital. Arrêtons-nous un instant.
On a un auteur qui écrit un scientifique qui écrit un livre sur les ovnis, des lettres mystérieuses qui arrivent signées par un certain Carl Allen ou Carlos Miguel Allende, l'intérêt de la US Navy, une version d'un livre annoté qui est publié en 25 copies apparemment par intérêt personnel de la US Navy, un scientifique paranoïaque et qui se suicide quelques mois plus tard. On a là tous les ingrédients pour avoir un extraordinaire complot. Évidemment, si on en restait là, l'expérience de Philadelphie serait un extraordinaire complot. Mais qu'y a-t-il au-delà? On en reste là. Okay. La suite la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. La suite après la pause. Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Alors, le monsieur Jessup s'est suicidé. En 1959. Complètement parano. Oui. Hein? On sait que c'est un suicide. Oui, ouais, absolument. Non, absolument. Okay. C'est un suicide. Évidemment, pour les amateurs de complot, c'est un assassinat maquillé en suicide. Ah, merci. Bien sûr. Là, je t'inquiète. Oui, parce que là, on a mis la table. Hein. Tout est là pour un extraordinaire complot. Ouais. Mais essayons d'aller plus loin, parce que malheureusement, les ouvrages ou la littérature sur le surnaturel, sur les phénomènes mystérieux, s'arrête souvent avec la mort de Jessup et là, ensuite, on se met à spéculer. Mais allons un peu plus loin. Regardons d'abord l'homme par qui le scandale arrive. Qui est ce mystérieux Carlos Miguel Allende ou Carl Allen? En fait, au milieu des années 90, un enquêteur a réussi à remonter la source et à retrouver la famille de Carlos Miguel Allende. De son vrai nom, Carl Meredith Allen. Il est né en 1925, en mai 1925, en Pennsylvanie. C'était l'aîné d'une fratrie de 5 garçons. Et puis, c'est un individu qui était très intelligent, hein, même ses frères témoignent. C'est un homme qui était très intelligent, mais malheureusement assez paresseux. Il n'a pas fini son high school, son école secondaire, et toute sa vie, il a vécu de petits expédients, flirtant allègrement avec l'escroquerie. Déjà, adolescent, on le connaissait pour son intérêt marqué pour l'occultisme et les choses étranges et bizarres. Il avait la fâcheuse habitude de faire des annotations en bas de page et en côté de page, un peu partout. Et surtout, on se rappelle de lui, ses frères se rappellent de lui comme étant un menteur pathologique. En fait, c'était un mythomane. Chaque année, lors des réunions familiales de Noël, par exemple, Carl Allen leur racontait des histoires toutes plus rocambolesques les unes que les autres. D'ailleurs, c'est assez amusant, en 1969, 10 ans après la mort de Maurice Jessup, Carl Allen, Carlos Miguel Allende, avec une copie du livre de Jessup sous le bras, se présente au bureau de l'APRO aux États-Unis, l'Aerial Phenomenon Organization Research. C'est une organisation d'enquête sur les ovnis à Tucson, en Arizona. Il se présente donc là avec le livre de Jessup. Et là, il dit j'ai des aveux à faire. L'histoire de Philadelphie, je l'ai inventée de toutes pièces. C'est moi qui ai annoté tous les livres, les lettres, etc. C'est moi qui ai fait tout ça. C'est une escroquerie et je suis tanné que les gens fassent de l'argent sur mon histoire. En fait, il avoue la fraude parce qu'il est tanné que des gens, effectivement, dans le milieu du surnaturel, capitalisent un peu là-dessus. Évidemment, ce Carl Allen va revenir sur sa déclaration. Quelques années après, il va dire non, l'histoire de Philadelphie est vraie, c'est mes aveux de la fraude qui est fausse. Mais il va revenir encore ultérieurement sur l'histoire en disant non, c'est faux. Bon, donc on ne sait plus sur quel pied danser avec Carl Allen. Ce n'est pas certainement l'homme le plus crédible de l'histoire. Et comme on dit souvent, une chaîne a la force de son plus faible maillon et celui de Carl Allen est plutôt faible. Regardons maintenant les principaux intéressés. Qu'ont-ils à dire? Si on se retourne vers la US Navy, qu'ont-ils à dire là-dessus? Évidemment, pour les amateurs de complot, la version de l'armée est toujours la mauvaise, puisque ce sont eux les comploteurs. Mais quand même, dans la version de l'armée, il y a des éléments intéressants. D'abord, l'armée nous rappelle que le fameux Eldridge, le navire qui aurait disparu, ce navire-là, quand on regarde les logbooks, les livres de mission, ce navire-là n'a jamais été à Philadelphie en 1943. En 1943, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Le navire était un navire escorteur. Il était à ce moment-là en mouillage dans les Caraïbes, avec pour port d'attache Porto Rico. Donc, il n'a jamais été en 1943 dans le port de Philadelphie. Ensuite de ça, ce navire, selon Carl Allen, aurait été ensuite démantelé, fondu, disparu parce que, évidemment, il avait participé à l'expérience. Dans les faits, en 1951, le Eldridge a été vendu à l'armée grecque qui l'ont utilisé comme patrouilleur en mer Égée jusqu'au milieu des années 90 sous le nom du Léon. Et en 1995, le navire rendu vétuste a été envoyé à la ferraille. Donc ça, c'est pour l'histoire du navire lui-même. Maintenant, la US Navy dit n'avoir jamais eu l'intention de rendre invisible un navire. Elle n'avait pas la technologie pour le faire et que
à son avis, l'expérience de la disparition du Eldridge viendrait d'une sorte de confusion par rapport à quelque chose qu'on utilisait dans les années 40, qui était le degaussing. Qu'est-ce que c'est que le degaussing? On le sait, le degaussing. Hein, le degaussing? Le degaussing. Okay. En fait, on pourrait traduire ça par le démagnétisage. Okay. En fait, ce qui se produisait, c'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient mis notamment des mines dans les ports de la Méditerranée, le long des côtes françaises et également sur les routes qu'utilisaient les bateaux qui fournissaient du ravitaillement aux forces alliées en Europe. Alors, ce qui se produisait, la façon dont ces mines magnétiques fonctionnaient, on avait également des U-boats qui avaient des missiles, des torpilles magnétiques. Donc, évidemment, ces mines, comme ces missiles, cherchaient des objets de métal, allaient s'y coller et bang, c'était terminé. Les Américains avaient développé donc une technique à l'intérieur des navires. On faisait passer d'immenses câbles dans lesquels on faisait circuler un courant électrique et ça créait une sorte d'effet répulsif, un peu comme deux aimants qui s'éloignent l'un de l'autre. Mm-hmm. Donc, le navire devenait magnétiquement invisible. On le comprend bien, magnétiquement invisible. La version de l'armée, c'est probablement que quelqu'un qui n'était pas au courant de cette technique du degaussing aurait pu entendre des militaires dans un bar, des marins, parler de cette technique de rendre invisible le navire, mais invisible par rapport aux mines magnétiques. Évidemment, le reste, ça a été un jeu d'enfant de créer le mythe de l'expérience de Philadelphie. Alors, tout ça, quand on le regarde, on se dit, on a en main tous les éléments pour dire l'expérience de Philadelphie n'a jamais existé. S'il n'y avait pas eu un certain Alan Bielek. Et là, attache ta tuque, comme on dit, avec la broche. Hein? Est-ce que tu as vu le film L'Expérience de Philadelphie? Je l'ai vu dans les années 80. Hein? Voilà, c'est un film de 1984. Donc, le film, pour la plupart, l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience de Philadelphie. On s'inspire de ça. Et puis, à un moment donné, lorsque l'expérience se produit, il y a deux militaires qui sautent par-dessus la rambarde, se retrouvent en 1983. Et là, en 1983, ils vont essayer de retrouver les scientifiques qui ont participé à l'expérience 40 ans plus tôt pour les ramener dans le passé. Évidemment, quand on a tous regardé ça, on s'est dit que c'était un beau divertissement, mais pas un divertissement pour tout le monde. Aux États-Unis, il y avait un type qui s'appelait Alan Bielek. Il a vu le film et là, soudainement, il s'est rappelé les deux types qui sautent par-dessus la rambarde, c'était lui et son frère. Ça y est revenu comme ça soudainement. Alors là, il s'est mis du jour au lendemain à raconter qu'il était l'un des hommes à bord du Eldridge. Évidemment, il y a un petit problème parce que Al Bielek est né en 1929, ce qui veut donc dire qu'en 1943, il avait 15 ans. Un peu jeune pour être sur l'Eldridge. Alors là, attache-toi bien. 14 ans. À 14 ans, 14-15 ans. Alors là, il y a une nouvelle version. Bielek, il dit, j'étais sur l'Eldridge, mais pas sous les traits d'Al Bielek, mais sous les traits d'Edward Cameron. Et voici son histoire. Il dit en fait qu'il est né en 1916 comme étant Edward Cameron. Il a été diplômé de Princeton, là où enseigne Einstein. Ouais. À 25 ans, il était un jeune génie. Il a été placé sur l'Eldridge. Lorsque l'Eldridge s'est retrouvé invisible, il a sauté avec son frère Duncan Cameron par-dessus la rambarde, comme dans le film. Et là, il a essayé de retrouver des scientifiques qui avaient participé à l'expérience, comme dans le film. Il s'est retrouvé à une base secrète, Fort Hero, à Montauk, dans l'État de New York, sur Long Island, comme dans le film. Et puis, on l'a ramené sur le bateau. Et là, après ça, il a travaillé jusqu'en 1953 à la base de Montauk. Ouais. Et c'est là qu'il faut une bonne dose de crédulité. En 1953, toujours sur les traits d'Ed Cameron, grâce à un procédé scientifique et d'origine extraterrestre, on l'aurait réduit, on l'aurait fait biologiquement reculer. Biologiquement, là, on l'aurait ramené à l'état de bébé. On l'aurait reculé dans le temps parce qu'à Montauk, les Américains avaient une machine à voyager dans le temps. Tu sais, genre Time Tunnel, là. Doug Phillips et Tony Newman, perdus dans les... Bon. Et il l'aurait ramené, non pas dans sa famille d'origine en 1916 chez la famille Cameron, mais dans la famille Bielek en 1929. Je comprends, là. Donc, tu comprends toute la... Évidemment, quand je te raconte ça, on se dit, mais c'est une absurdité, c'est du délire. Mais crois-moi, Benoît, aux États-Unis comme en Europe, j'ai rencontré des gens et lorsqu'ils m'ont raconté cette histoire-là, je dis mais écoutez, c'est du délire, tant qu'à y être, pourquoi pas le Père Noël? Et ces gens-là étaient prêts à défendre bec et ongle les propos d'Alan Bielek. Mais basé sur quoi? Mais il n'y a même pas l'ombre d'une preuve. Et moi, je l'ai visité la base de Montauk aujourd'hui qui est désaffectée. Espérons qu'il n'y a pas le gouvernement américain qui nous écoute. Ah oui, mais j'ai sauté par-dessus la clôture et je suis allé visiter ça. Je n'ai pas vu de time tunnel, de machine à voyager dans le temps. Non, je n'ai vu que... t'appelles-tu
le clan Panton? Oui, bonjour, j'ai une machine à voyager dans le temps à déplacer. C'est bizarre, ça doit pas se déplacer, ça doit pas se déménager facilement, ça. Ouais, mettez des gants, hein? Si vous tombez dedans, vous allez vous ramasser en 1920. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve de tout ça. Et pourtant, Hal Bielek, aujourd'hui, avec son récit, sa fadaise, absurde. Et là, il a quel âge, le bonhomme? Ben là, il est rendu à 85 ans, 90 ans. Il continue de publier des livres, de raconter, il raconte son histoire, fait des DVD, des ci, des ça. C'est divertissant, ça. Dans des soirées de famille, ça doit être agréable. Absolument. Ouais. Et tu te ressors la vieille collection de DVD de Time Tunnel. Toi, as-tu vu le livre de Jessup? Oui, je l'ai chez moi, d'ailleurs. Puis? C'est un ouvrage assez secondaire et Jessup, évidemment, il reste assez réservé. Il ne parle que de l'énergie électromagnétique pour la propulsion des ovnis et il croit qu'en étudiant les observations d'ovnis, on pourrait obtenir de l'information scientifique sur ce sujet. C'est complètement fou. Merci, Christian Page. Merci, à la semaine prochaine. Merci à Larry, à François et à Maryse. À demain, midi. Au revoir.